Bonjour, Bonjour. on va attendre quelques instants pour démarrer, mais on vous souhaite déjà la bienvenue pour ce webinaire. Donc on est ensemble pour vous parler de comment protéger ces applications logicielles des cyberattaques. Donc il va être question de vulnérabilité logicielle et cette présentation va être faite à deux voix. Donc je me présente d'abord, je suis Olivier Levillain, maître de conférence à Télécom Sud Paris, et donc je suis accompagné de Christophe. Voilà, donc moi je suis Christophe Yanner, je suis également maître de conférence à Télécom Sud Paris, je suis également responsable du master spécialisé en cybersécurité de Télécom Sud Paris. Et donc je vous propose de rentrer dans le sujet. Donc dans cette présentation, on va d'abord vous donner quelques éléments de contexte, on va présenter un petit peu les enjeux de la sécurité logicielle. Ensuite, on vous parlera d'une vulnérabilité qui a été très médiatisée, donc qui s'appelle Heartbleed. Et puis, on va rentrer un petit peu dans les détails sur comment se protéger contre les attaques qui vont cibler les failles logicielles. Et puis, donc, on va conclure pour donner un petit peu quelques perspectives par rapport à cette présentation. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, pour présenter la sécurité logicielle, finalement, le mieux, c'est peut-être encore de faire appel à, on va dire, des sujets d'actualité dont vous avez forcément entendu parler. Peut-être même que vous connaissez des personnes dans votre entourage qui ont été victimes de ce WannaCry là, donc qui est un ransomware, donc en français on appelle ça rançongiciel, qui a fait l'actualité en mai 2017, puisque donc c'était quelque chose dont on parlait parce que d'un seul coup il y avait un certain nombre de personnes qui se retrouvaient avec leur disque dur qui était chiffré, ils n'arrivaient plus à accéder à leurs fichiers, etc. Donc voilà, c'était quelque chose qui a touché le grand public, qui n'était pas du tout préparé à ça. Et en fait, il se trouve que ce WannaCry, en fait, ça exploite une faille logicielle sur le système Windows. Donc, c'est une faille qui s'appelle Eternal Blue, donc on parlera un petit peu juste après. Et c'était un peu le premier qui a fait parler de lui, mais d'une longue série, puisque les ransomware, les rançongiciels, ont continué leur développement après. Donc, peu après, il y a eu un autre rançongiciel qui s'appelle NotPetya, qui a utilisé exactement la même faille. Et depuis, bon, les rançongiciels ont pris leur essor, hein, donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui même progresse d'année en année. Donc voilà, c'est vraiment une menace sérieuse, hein, qui a évidemment qui cause des dommages financiers assez importants. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à comment ce premier rançongiciel, donc WannaCry, a fonctionné. Et donc, il s'est intéressé à une vulnérabilité, donc qui s'appelle Eternal Blue, qui était sur les systèmes Windows, donc sur un composant qui s'appelle SMB version 1. Et il se trouve qu'en fait, Eternal Blue, c'était également le nom de l'outil qui a été développé par la NSA pour exploiter cette vulnérabilité. Alors, comment ça fonctionne? Fondamentalement, Eternal Blue, c'est ce qu'on appelle une vulnérabilité de type Remote Code Execution, c'est-à-dire que ça permet de faire exécuter du code à distance. Donc, voilà, c'est l'attaquant qui rentre sur votre machine et qui peut exécuter du code sur votre machine. Et donc, il se trouve que Eternal Blue, on pensait, on va dire, ça a été parfois médiatisé comme une vulnérabilité qui s'appelle Zero Day. Alors, les Zero Day, c'est des vulnérabilités qui sont inconnues des personnes donc en charge de la protection d'un système. Et donc, en fait, il se trouve que cette faille, elle était connue et elle était corrigée, donc depuis mars 2017. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, on avait une faille qui était déjà connue et corrigée. Et malgré tout, ça a quand même largement touché le grand public. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, cette mise à jour n'avait pas forcément été installée quand WannaCry est apparu en mai 2017. Donc voilà, donc ça fait apparaître une première difficulté pour, on va dire, protéger les applications logicielles, c'est que même quand on a un correctif, eh ben, il faut arriver à déployer ce correctif et suffisamment pour empêcher l'exploitation de la faille.
Donc ensuite, on a eu un deuxième exemple, alors qui remonte un peu plus longtemps, puisque c'était en 2010. Donc on a eu le RIPE-NCC qui a réalisé une expérience sur le protocole BGP, qui est un protocole de routage donc interdomaine, donc qui fonctionne avec donc une annonce de route. Et ce qui s'est passé, c'est que le RIPE-NCC a fait une expérience en annonçant des routes avec un attribut qui n'était pas défini. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a constaté que pendant une trentaine de minutes, en fait, il y avait une partie d'Internet qui présentait des instabilités. Et en fait, quand on s'est intéressé à la cause de cette anomalie, en fait, c'était un bug logiciel sur les routeurs Cisco qui modifiaient l'annonce avant de la transmettre à leurs voisins, et la nouvelle annonce, elle était invalide, ce qui causait une fin de session. Donc ici, en fait, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que en fait, on a une faille logicielle qui n'a pas forcément été exploitée par des attaquants. Hein, c'était pas vraiment des attaquants. C'est simplement qu'on a une faille qui déjà de base peut créer une instabilité, une indisponibilité du service. Alors, donc ça c'était pour, on va dire, donner quelques exemples d'actualité. Il se trouve que le logiciel, donc il faut pas, voilà, penser que c'est quelque chose qui est restreint au monde informatique, hein, puisque le logiciel maintenant, on en trouve dans absolument tous les domaines, que ce soit le transport, l'économie, l'industrie ou l'énergie. Donc, ça veut dire que toutes les failles logicielles peuvent toucher tous ces domaines et causer des dégâts dans ces domaines-là. On pourrait très bien attaquer une voiture connectée et causer des anomalies de comportement sur la voiture connectée, par exemple. Donc, les vulnérabilités dans ces logiciels, dans ces systèmes, peuvent mener à donc plusieurs conséquences qui sont, par exemple, la prise de contrôle des machines, l'indisponibilité du service ou la divulgation d'informations sensibles. Et alors, si on veut rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est qu'une vulnérabilité logicielle, puisque finalement, on a présenté quelques exemples d'actualité, mais on n'a jamais vraiment défini ce que c'était. Et donc, en fait, vu de loin, ça peut avoir un peu ce côté un peu magique, où un attaquant arrive à faire des choses qui paraissent pas possibles. Et donc, on va s'intéresser ici à regarder d'où ça vient et puis, du coup, comment se défendre contre ça. Donc, une vulnérabilité logicielle, en fait, c'est un extrait de code, c'est un bout de code, hein, donc qui a, on va dire, a pas forcément été bien écrit, et du coup, l'exécution peut provoquer un comportement inattendu, donc des bugs. Alors ça, c'est pas forcément très grave. Il peut y avoir des bugs qui sont relativement bénins, des bugs qui peuvent être plus gênants. Et puis surtout, en fait, ce qui va caractériser une vulnérabilité logicielle, c'est que ça peut être exploité par un attaquant pour provoquer des comportements qui sont malveillants. Et donc, on a les types de vulnérabilités les plus courantes qui sont répertoriés, qui sont notamment la corruption de mémoire, c'est-à-dire écrire dans une zone mémoire qui n'a pas été prévue pour ça, la lecture d'une zone de mémoire qui n'a pas été prévue pour être lue, et l'absence de vérification ou de neutralisation des inputs. Donc, c'est-à-dire qu'on peut écrire des scripts, mettre du SQL, etc., dans des champs qui n'attendaient pas qu'on rentre ce type d'input. Ensuite, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est l'évolution des vulnérabilités donc, au fil du temps. Donc, on voit qu'il y a eu un moment donné, il y a quelques années, où il y a eu une progression assez importante. Alors ici, en fait, ces vulnérabilités, on voit le nombre général, elles sont classées en fait par sévérité selon le score CVSS. Le score CVSS, en fait, c'est une estimation de la sévérité, de la criticité en fait des vulnérabilités selon un certain nombre de critères. Et donc ici, on arrive à un résultat qui est soit élevé, soit moyen, soit bas. Donc élevé, c'est la partie en vert, la partie en orange, c'est moyen, et la partie en bleu, c'est bas. Et donc, voilà, au global, on voit qu'il y a eu une augmentation de ces vulnérabilités il y a quelques années. Alors, ça ne veut pas forcément dire, faut pas forcément en conclure que d'un seul coup, il y a eu plein de failles logicielles alors qu'avant, il n'y en avait pas. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. D'abord, il y a de plus en plus de logiciels, hein, donc forcément, il y a de plus en plus de vulnérabilités. Et puis, il y a aussi une certaine professionnalisation du domaine, avec notamment le fait de répertorier plus fréquemment les vulnérabilités, d'avoir voilà une veille plus importante sur le sujet.
qui fait qu'on arrive aussi à mieux tracer un petit peu l'évolution de ces vulnérabilités. Par contre, on voit quand même qu'au cours de ces quelques dernières années, on a plutôt quelque chose d'assez constant. Donc voilà, il ne faut pas non plus être alarmiste sur le sujet. Il n'y a pas une grosse augmentation. Voilà, on constate qu'il y a toujours des vulnérabilités. Ça ne va pas disparaître comme ça. Il y en aura toujours de toute façon. Mais c'est intéressant de voir que justement il y a une certaine constance, en tout cas sur les dernières années, par rapport aux vulnérabilités répertoriées. Alors, ici, on va maintenant zoomer sur une vulnérabilité qui a été très médiatisée il y a un certain temps, qui s'appelle Heartbleed. Donc, vous avez probablement déjà entendu parler. Alors, la faille Heartbleed, c'était une faille qui touchait l'implémentation du protocole TLS dans OpenSSL, dans une certaine version d'OpenSSL qui était la 1.0.1. Et donc, c'est une faille qui affecte une extension de TLS, en fait, qui s'appelle l'extension Heartbeat. Donc, vous pouvez comprendre du coup pourquoi la faille s'appelle Heartbleed. Et si on remonte un petit peu l'historique, en fait, donc on remonte jusqu'à 2011, 31 décembre 2011, où finalement le bug a été introduit dans le code d'OpenSSL. Et 3 mois plus tard, donc en mars 2012, on a la version 1.0.1 d'OpenSSL qui est publiée, avec donc ce bug, avec cette faille. Et la faille a été découverte en mars 2014, donc c'est-à-dire 2 ans plus tard. Donc le correctif a été appliqué très très rapidement, enfin voilà, c'est début avril. Mais voilà, il s'est écoulé 2 ans pendant lesquels on avait cette version vulnérable d'OpenSSL jusqu'à ce que la faille soit découverte et publiée. Donc, cette faille, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact? Eh bien, elle pouvait permettre de divulguer des éléments confidentiels qui étaient présents dans la mémoire du serveur. Alors, la mémoire du serveur, qu'est-ce qu'elle pouvait contenir? Alors, pas forcément des choses toujours sensibles, mais parfois quand même des éléments sensibles, par exemple des mots de passe ou des cookies de session, voire carrément, dans certaines circonstances, la clé privée du serveur. Et donc voilà, ce qui est vraiment une faille de sécurité très critique. Et donc en fait, si on s'intéresse aux causes de cette faille, comment est-ce qu'elle a pu avoir lieu, cette faille aussi importante, on s'aperçoit qu'en fait, on peut identifier 2 facteurs majeurs. La première, c'est que on avait une spécification imprécise de cette extension Heartbeat. Et la deuxième, c'est que l'implémentation qui a été faite n'a pas forcément été non plus de très haut niveau. Elle était un petit peu rapide et pas forcément très très professionnelle. Alors donc, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail de pouvoir comment est-ce que cette faille fonctionne et comment est-ce que du coup on arrive à lire dans la mémoire du serveur. Parce que voilà, vu de loin, ça peut paraître un peu magique. Donc on va regarder déjà un petit peu en rappelant un petit peu ce que c'est que le protocole TLS. Donc TLS, c'est un protocole qu'on utilise très régulièrement, en fait, rien qu'en naviguant sur le web. C'est un protocole qui établit une communication sécurisée, où on a d'abord une phase où on va établir une session avec le serveur, et ensuite on va avoir une phase d'échange applicatif. Et donc ça marche sur beaucoup de protocoles applicatifs, donc notamment HTTP, c'est-à-dire la navigation web. Donc HTTPS, en fait, c'est HTTP sur SSL ou sur TLS. Mais ça marche avec plein d'autres protocoles applicatifs ou avec des VPN, etc. Donc, voilà, c'est un protocole qui est relativement central et dont on se sert vraiment extrêmement souvent. Et donc, comment est-ce que ça marche, cette extension Heartbeat? En fait, l'extension Heartbeat ajoute un type de message TLS qui fonctionne de manière extrêmement simple. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que sur un exemple très simple, ça permet de comprendre en fait comment est-ce qu'une faille aussi béante peut fonctionner. Et donc en fait, le client ou le serveur en fait émet une requête qui contient une longueur, donc une longueur n, une charge de taille n et puis du bourrage. Et à la réception, le correspondant répond avec exactement la même chose, enfin presque exactement la même chose, donc la même longueur, la même charge et puis du bourrage. Et donc l'exemple qui est illustré, c'est voilà, où on envoie 1000 octets, donc on annonce qu'on envoie 1000 octets, une taille 1000, on envoie du contenu, peu importe, donc là on a vu blablabla, et puis le serveur il reçoit ça, il répond exactement la même chose, la
la même taille, 1000 octets, et puis le même contenu. Donc, l'exemple d'application qu'il y avait en tête derrière cette spécification, c'était typiquement le maintien de la connexion, pour voir si la connexion est toujours établie, surtout en fait sur une variante de TLS qui fonctionne sur UDP. Alors, comment est-ce qu'on exploite ça quand on est un attaquant? Eh bien, en fait, on pourrait se dire que on peut annoncer une taille, on peut garder le fait qu'on annonce une requête de 1000 octets, sauf que, en fait, dans le contenu, on va pas mettre 1000 octets. Là, par exemple, on va mettre que 3 octets. D'accord? Donc ici, on envoie 1000 octets, mais sauf que dans le contenu, on n'en met que 3. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que va réagir le serveur derrière? Et donc, c'est là qu'en fait, on est au conflit entre la spécification et l'implémentation, puisque la spécification n'est pas forcément très claire. L'interprétation qu'on peut en avoir, c'est qu'il faut ignorer le message. Et par contre, l'implémentation, donc en tout cas dans la version 1.0.1 d'OpenSSL, a fait quelque chose de différent, c'est-à-dire, il y a marqué 1000 octets dans la taille que j'ai reçue, donc je vais renvoyer 1000 octets. Sauf que dans le message qu'on a reçu, il n'y en avait que 3. Là, il n'y avait que bla. Donc, on va renvoyer les 3 octets, bla, mais après, il faut en renvoyer 997 autres. Et d'où est-ce qu'ils viennent, ces 997 autres? Il se trouve que là, ça vient de la mémoire du serveur. Et donc, ça veut dire que le client, il va recevoir, voilà, un certain nombre d'octets qui viennent directement de la mémoire du serveur. Et alors, dedans, on va trouver des choses qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. On va trouver des octets qui n'ont pas forcément de signification. Mais dedans, éventuellement, on peut trouver comme ça un mot de passe, un cookie de session, etc. On peut trouver des éléments qui sont extrêmement sensibles et éventuellement une clé privée. Voilà, donc ça c'est un exemple très simple où on voit comment une faille sur un protocole qui est relativement, en l'occurrence l'extension est très simple, peut mener quand même à des conséquences relativement importantes. Donc voilà, si on résume un petit peu ce qu'on vient de dire, on envoie au serveur une requête qui est tronquée et il nous répond en remplissant avec des données qui sont présentes en mémoire, donc plus précisément dans le tas. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le tas? Donc on trouve le contenu des échanges précédents entre le serveur et d'autres clients, des mots de passe donc et des cookies de session et potentiellement, dans certaines circonstances, alors pas toujours, pas non plus dramatisé, mais enfin, dans certaines circonstances, il pouvait même y avoir la clé privée. Donc, comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette faille? En fait, ça a été dans la nature pendant plus de 2 ans, quand même, avant que ce soit signalé et corrigé. Ça permet d'accéder à la mémoire du serveur, même si c'est pas de manière complètement prédictive ni exhaustive, et c'est surtout sans laisser de traces, d'accord? On envoie simplement une requête, et en retour, on a un extrait de la mémoire du serveur. Et donc, voilà, ici, ce qui est aussi illustré, c'est que ce n'est pas que un défaut d'implémentation, c'est effectivement un défaut d'implémentation. Il n'y a pas de vérification entre la taille annoncée et la taille réelle de la charge, d'accord? Ça, c'est une ligne de code, c'est pas très long à écrire, mais ça n'a pas été fait. Et c'est aussi un problème dû à la spécification qui n'était pas très clair quant à savoir quoi faire, c'est-à-dire qu'après, au niveau de l'implémentation, après, il y avait de la place pour l'interprétation. Et donc, voilà, la solution qui a été retenue par OpenSSL version 1.0.1 n'était clairement pas la bonne. Voilà, et donc pour avancer sur la défense contre les failles logicielles, je laisse la parole à Olivier. Merci. Donc maintenant qu'on a un petit peu vu un premier panorama de ce que pouvaient être les vulnérabilités logicielles et puis leur impact, on va un peu discuter de comment on peut s'en protéger, puisque c'est quand même, j'imagine, pour ça que vous êtes là aussi. Et une chose importante à comprendre, et qui est assez triste, mais c'est qu'il y a une dure asymétrie, on va dire, dans le domaine de la cybersécurité. C'est que quand on est un attaquant, quelque part, on a juste besoin de trouver un chemin pour mener notre attaque, alors que quand on veut défendre, il est important de couvrir l'ensemble des chemins d'attaque possibles et de préférence de manière cohérente. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le principe du maillon faible. Ça sert à rien d'avoir une porte blindée si vos murs sont en carton chez vous, par exemple. Donc là, c'est pareil. Il faut arriver à avoir une défense qui est cohérente sur tous les chemins d'attaque. Et donc, pour mettre toutes les chances de son côté pour éviter les attaques sur ces vulnérabilités logicielles, il va falloir travailler sur plusieurs fronts. Donc, on va le voir dans les sections qui suivent. On va travailler au niveau de l'amélioration de la qualité du code. Donc là, ça va plutôt être le travail des développeurs, des chefs de projet. On va aussi travailler sur l'identification des failles.
Donc là, on va essayer de faire appel peut-être à des intégrateurs dans l'intégration d'un produit, d'essayer de vérifier que les briques qu'on intègre sont de bonne qualité. On va peut-être faire appel aussi à des prestataires externes. On peut penser à des audits de code. Ensuite, il va falloir se mettre dans un état où on peut détecter les incidents, parce que c'est très bien d'avoir travaillé sur son code, mais après, il faut aussi vérifier qu'on n'est pas attaqué. Et une fois qu'on a connaissance d'une attaque ou qu'on sait qu'une vulnérabilité est présente dans son code, il faut savoir réagir. Donc pour la partie détection, on va encore une fois faire appel à des prestataires externes souvent. On va parler de SOC, par exemple, de Security Operations Center. Et puis, on va aussi reposer sur les administrateurs système. Et le dernier rôle qu'il est important aussi d'avoir en tête quand on veut protéger nos systèmes des vulnérabilités logicielles, pour la partie réaction, c'est que cette réaction doit se faire en impliquant aussi les instances dirigeantes. Ça n'est pas uniquement un problème de développeur, un problème d'administrateur. Il y a aussi la question de comment on traite ça du point de vue du métier. Donc, on commence par la partie liée vraiment au code, à la partie développement. Et la première chose importante à comprendre, c'est que quand on développe, il faut le faire en suivant les bonnes pratiques. Alors, c'est un terme assez générique qui recouvre plusieurs choses. Et parmi ces bonnes pratiques, on trouve des guides qui existent. Par exemple, on peut parler du top 10 de l'OWASP, donc qui est une liste de vulnérabilités classiques qui affectent les applications web. Donc là, par exemple, on retrouve des exemples classiques de problèmes dans le web. Le plus connu généralement est l'injection, par exemple l'injection SQL. Si on regarde d'autres contextes, par exemple le langage de programmation le C, on peut regarder des guides de programmation sécurisés comme celui proposé par l'ANSSI. Ici, je vous propose quelques règles. Donc, il y en a une qu'on va évoquer un peu plus en détail juste après, qui est compiler le code sans erreur ni avertissement du compilateur. Donc, ça, c'est quelque chose d'important qui permet de trouver et de repérer un certain nombre de problèmes assez tôt dans le développement. Puis, il y en a une autre qui est connue, là, qui est ici la numéro 166, qui est de dire attention, n'utilisez pas certaines fonctions dites dangereuses. Par exemple, les fonctions qui font des copies vers des tableaux sans vérification de borne, en fait. Dernier point là-dessus, sur les bonnes pratiques, il y a aussi tout un pan qui consiste en des conventions, des règles de codage. Voilà, c'est important quand on développe dans un projet de se mettre d'accord sur des règles, sur la manière dont on va écrire le code, nommer les variables, mettre en page le code. Ça peut paraître esthétique et juste assez superficiel, mais en fait tout ça va participer à la lisibilité du code et à la capacité des gens à rentrer dans le code, et ça a vraiment des impacts sur les vulnérabilités telles qu'elles vont être introduites dans le code ensuite. Donc c'est important de suivre ces bonnes pratiques et d'avoir de la discipline quand on développe du logiciel. Souvent, on entend que ces mesures peuvent prendre du temps, c'est vrai, mais en fait, elles ont aussi un retour sur investissement qui est important. Et on dit souvent que plus une vulnérabilité est prise tôt, est prise en compte tôt dans le développement d'un produit, moins elle coûte cher, et on comprend assez facilement pourquoi. Donc, on va commencer par travailler avec nos outils. Il y a un certain nombre d'outils qu'on utilise quand on développe qui vont nous aider à garantir certaines propriétés. Le premier, quand on parle d'un langage compilé, c'est le compilateur. Voilà, il peut nous donner des avertissements, nous indiquer qu'il faut régler certains problèmes. Et ensuite, il y a d'autres outils. Alors, ça s'appelle des linters, donc ils vont garantir certaines propriétés de bonne forme du code, pour PyLint pour Python. Et puis, on peut aller travailler sur d'autres outils un peu plus sophistiqués, comme des analyseurs de code statique, des outils pour rechercher des vulnérabilités, etc. L'intérêt d'automatiser au maximum ces vérifications, c'est que on a finalement un moyen de garder le développeur dans le droit chemin, et ça permet aussi, le fait qu'on l'automatise, d'éviter en fait qu'on ait toujours ça en tête. Je vais vous donner un exemple avec justement du C. Donc là, on va prendre un bout de code assez simple, dans lequel on a une fonction qui vérifie l'accès à une ressource. On nous dit l'accès n'est garanti que si l'utilisateur 1000 ou le groupe 2000 est connecté. Sauf que, vous avez dû le voir, il y a une typographie
une erreur de typo. Le deuxième test, en fait, marque UID et non JID. Donc, on a un désaccord avec le commentaire, donc c'est embêtant. Et ce type de vulnérabilité, ça peut réellement mener à, enfin, ce type de bug peut réellement mener à une vulnérabilité. Mais le compilateur C peut nous aider. En utilisant les bonnes options de compilation, on peut finalement mettre en évidence le fait qu'on a un paramètre, un argument JID qui n'est pas utilisé, et donc corriger cette erreur. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que le compilateur, il va vérifier votre code, donc autant l'utiliser et autant lui demander de vous remonter tous ces éléments-là. Il y a un autre aspect, quand on parle de développement logiciel qui est, on va dire, souvent pas très aimé des développeurs, c'est les tests. Or, ces tests, ils peuvent vous permettre de gagner une bonne confiance dans votre code. Et ils sont là, en fait, pour vous éviter à faire des bêtises, en particulier quand vous retravaillez votre code, que vous le refactorisez. Donc, c'est important de vérifier que votre code n'a pas de régression. Et en fait, on peut même pousser cette idée un peu plus loin avec ce qu'on appelle le test-driven development, puisque comme on rechigne à écrire les codes après avoir développé, pourquoi ne pas commencer par écrire les tests? Donc ça, c'est une méthodologie de développement qui est assez utile et qui permet d'assurer en fait qu'on va écrire les tests. Et puis, quand on parle de sécurité, il y a un autre point qui est important, c'est que souvent un développeur, il tend à vérifier que ce que doit faire son programme marche, mais il pense pas forcément à vérifier que ce qui ne doit pas marcher échoue en pratique. Or, ça, quand on parle de contrôle d'accès, c'est tout aussi important de vérifier que les personnes qui ont le droit d'accéder accèdent bien aux ressources, que l'inverse. Les personnes qui n'ont pas le droit sont bien interdites d'accès. Donc, si on veut aller plus loin sur la partie développement, évidemment, on peut travailler sur d'autres aspects, notamment l'aspect architecture logicielle. Il y a des gens qui, sur des projets assez gros, vont travailler sur éclater un programme en plusieurs outils qui vont collaborer et ça va nous permettre de respecter un principe dit du moindre privilège pour faire tourner chaque élément avec peu de privilèges. Et puis, on peut aussi travailler sur des investissements plus long terme avec, par exemple, des langages qui sont plus sûrs. On peut penser au Rust ou des outils plus formels comme Framassé qui permet de faire des preuves sur votre code. Une fois qu'on a bien travaillé le développement, on peut aussi essayer de regarder ça d'une manière critique pour essayer d'identifier les failles de manière proactive. Alors, on peut faire des audits, donc regarder son code, le relire. Donc ça se fait quand on a accès au code source, bien sûr. Ça se fait aussi avec un travail avec les développeurs, donc y compris quand le code est un code tiers. Et puis, on peut travailler, évidemment, encore une fois, sur les tests. Il y a un autre aspect qui est important quand on parle d'audit de logiciels, c'est tout ce qui est compréhension, maîtrise des dépendances. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de logiciels qui dépendent de bibliothèques tierces, et heureusement, on ne va pas à chaque fois réinventer tout ce qu'on doit faire dans un logiciel. Sauf que ces bibliothèques peuvent contenir des vulnérabilités et elles peuvent aussi bloquer les évolutions futures si jamais elles ne sont pas maintenues dans le temps. Donc, c'est important d'avoir cette vision des dépendances, comprendre un petit peu de quoi on dépend. Quand on veut aussi se mettre dans une posture où on a l'information sur les vulnérabilités découvertes sur nos produits, bien, il faut offrir un guichet unique, un guichet en tout cas clair, pour que les personnes puissent nous faire des rapports de bugs, des remontées de bugs. Ça passe par un point de contact clairement identifié, éventuellement de la documentation ou un modèle de ticket dans les outils de bug tracker que vous utilisez. Et puis, c'est pas parce que vous n'offrez pas de récompense sonnante et trébuchante aux vulnérabilités qui vous sont remontées qu'il ne faut pas traiter correctement ces remontées. Ça passe par des réponses dans un délai raisonnable, dans la mesure du possible, évidemment, les prendre en compte, ces remontées. Et puis, s'il vous plaît, ne pas éviter de menacer les gens qui vous remontent des bugs, parce que c'est des choses qui sont aujourd'hui moins, on va dire, moins présentes dans le fonctionnement, mais à une époque, c'était monnaie courante quand on allait remonter un bug de sécurité, qu'on les menace de poursuites judiciaires. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est totalement contre-productif. Puis, si vous avez atteint une certaine maturité, vous pouvez vous lancer dans ce qu'on appelle des programmes de bug bounty. Donc, bug bounty, ça veut dire des programmes où on va demander, en fait, offrir des primes pour les chasseurs de primes qui vous remonteront des bugs de sécurité. Donc, c'est intéressant parce que les chasseurs de primes sont rémunérés au résultat. Et ça se fait selon un cadre dans lequel on va définir le périmètre logiciel, la durée, éventuellement les conditions selon lesquelles on va rémunérer les chercheurs de vulnérabilité. Ça peut permettre de faire un peu de communication autour de votre projet. Attention cependant, la recherche de bugs ne doit pas constituer l'alpha et l'oméga de votre sécurité logicielle. C'est un élément parmi d'autres. Et puis, c'est important de bien comprendre qu'un programme de bug bounty n'a de sens que si vous avez déjà travaillé en amont, en interne, sur votre code.
Alors maintenant, on va parler un peu de détection. Voilà, donc maintenant, on a notre code, il a été audité. Euh, et en fait, il faut bien avoir conscience que tout logiciel a des bugs. Voilà, on travaille sur des logiciels qui sont des systèmes complexes et on ne peut pas garantir, à part dans de très rares cas, l'absence de vulnérabilité. Voilà. Et en plus, les problèmes de sécurité concrets, ils vont aussi se manifester dans un contexte donné dans lequel on pourra avoir de l'interaction avec d'autres composants. Donc ça rend voilà, la garantie d'absence de vulnérabilité absolument illusoire. Donc les attaques sont aussi omniprésentes, hein, on le voit, on l'a vu hein, à travers des exemples, les rançongiciels par exemple, mais on peut aussi citer le fait que les prestataires de services utilisés dans le cadre d'un développement ou dans le cadre d'un déploiement vont parfois servir de rebond vers la cible finale des attaquants. Donc pour toutes ces raisons, il faut bien comprendre que l'approche purement préventive n'est pas une option. Il faut se mettre dans une situation où on peut détecter les vulnérabilités. Donc, comment est-ce qu'on peut les détecter? Il va falloir remonter de l'information. Donc, ça se passe par exemple dans le code, dans lequel on va de manière défensive faire remonter les cas où on a des comportements inattendus. Voilà, on va avoir de la journalisation. Ça peut être l'ajout de protection mémoire. Donc, typiquement, on a quelque chose qui s'appelle les canaries dans les langages de programmation qui permettent de détecter des débordements de tampons et donc qui vont arrêter le programme plutôt que de continuer et laisser une exploitation possible. Et donc, on a aussi de la journalisation qui peut se faire à d'autres niveaux, au niveau système. Par exemple, on va détecter les crashs d'application, on va détecter les comportements de type brute force, où quelqu'un va tenter de manière répétée et de nombreuses fois de tester un mot de passe, par exemple. On va aussi regarder si les ressources CPU, les ressources mémoire de votre programme sont surconsommées. Donc, tous ces éléments-là vont alimenter des journaux qui vont être autant d'informations qui vont remonter. Alors, c'est très bien d'avoir des journaux, mais la deuxième partie, qui est essentielle et qui va avec, c'est qu'il va falloir que quelqu'un les regarde, ces journaux. Voilà, c'est très bien, si vous voulez faire de la surveillance dans un garage, d'avoir des caméras qui tournent. C'est encore mieux d'avoir quelqu'un qui regarde les bandes pour vérifier s'il y a des choses qui se passent qui sont bizarres. Ben là, c'est pareil. Et donc, on va avoir besoin d'outils pour pré-traiter ces journaux, en général pour en extraire les informations les plus pertinentes. Et en bout de chaîne, on aura besoin d'avoir quelqu'un, une personne qui va regarder, interpréter et agir sur ces données. Et c'est là qu'intervient notamment la notion de SOC, donc Security Operations Center, donc des gens qui vont avoir comme rôle de regarder les journaux et de remonter les informations les plus pertinentes pour proposer une action dessus. Dernier point, on va dire, dans la chaîne, c'est que maintenant qu'on sait qu'il y a une vulnérabilité, soit exploitée actuellement sur nos systèmes, soit on a découvert qu'elle existait sur les logiciels qu'on utilisait, il va falloir réagir. Sauf que la réaction, en fait, elle ne s'improvise pas. Donc, on va devoir se mettre en place un certain nombre de choses. La première, c'est continuer de travailler sur ces canaux de remontée d'informations. Mettre en place une veille sur les vulnérabilités pertinentes. Donc, ça signifie qu'on doit connaître son système, être capable de dire ce dont on dépend. Et pour ça, on peut travailler sur des listes de diffusion générales ou des listes de diffusion qui sont mises en place par certains éditeurs, constructeurs. Donc, c'est important d'avoir ces flux d'informations qui remontent. Et l'objectif de ces flux d'informations, c'est aussi d'être capable d'y réagir et d'avoir donc en interne une capacité de qualifier, de caractériser les informations pour répondre à ces deux questions. Est-ce qu'on est concerné par une alerte donnée et quel est l'impact de cette exploitation sur nos systèmes? La préparation de la capacité à réagir, elle passe aussi par des procédures. Donc, on a besoin aussi de définir, voilà, ça s'appelle des plans de continuité d'activité, plans de reprise d'activité. On peut aussi penser à la nécessité de faire des sauvegardes de manière régulière. Et c'est là que c'est très important, il faut aussi que l'ensemble de l'entreprise, on va dire, s'implique, y compris les instances dirigeantes. Puisque ce n'est pas juste un problème technique, puisque au moment où on va appliquer certaines mesures techniques, il va falloir couper le service peut-être pendant une heure, une journée. Donc évidemment, c'est une décision qui va au-delà de la décision d'un administrateur système ou du développeur. Et donc voilà, donc il faut aussi être capable de réagir en termes techniques, donc d'appliquer certaines mesures d'atténuation et de gérer les mises à jour. La gestion des mises à jour, eh bien, c'est quelque chose de très important aussi à prendre en compte, puisqu'une fois qu'on a repéré une vulnérabilité comme dangereuse, soit parce qu'elle est exploitée, soit parce qu'on a eu l'information qu'il existait une vulnérabilité exploitable dans notre code, il faut planifier sa mise à jour. Voilà. Ça nécessite de travailler, encore une fois, avec d'autres équipes, les équipes de production en particulier, pour réduire les périodes d'indisponibilité et s'assurer
qu'on n'a pas de régression lorsqu'on va faire la mise à jour. Et ça, c'est important de bien profiter quand on a un peu de temps, un peu d'avance sur l'attaquant, pour mettre à jour avant que les vulnérabilités qu'on a détectées soient effectivement exploitées. On l'a vu le cas avec Eternal Blue et WannaCry tout à l'heure. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Donc on vous a présenté un petit peu quelques vulnérabilités logicielles et un petit peu comment on pouvait y répondre. Donc ce qu'il faut retenir, à mon avis, qui est très important, c'est que le logiciel, il est partout et il est complexe. Donc il est illusoire d'espérer avoir des systèmes d'information exempts de vulnérabilités logicielles. Et la tendance ne va faire que s'amplifier avec la quantité de logiciels dont on dépend aujourd'hui et de plus en plus. Cependant, il ne faut pas être alarmiste et penser que tout est perdu, puisque on peut travailler sur plusieurs fronts pour réduire l'impact de ces vulnérabilités. Ce travail va se faire à la fois au niveau du développement, donc assez tôt, il va se faire dans le test et l'audit qu'on va faire de nos outils, de nos programmes. Et puis après, il y a la partie dans laquelle il va aussi être important d'investir, la détection et les capacités de réaction. Et pour cela, j'ai essayé d'en parler dans la partie précédente, il faut bien comprendre que ça n'est pas uniquement le rôle des gens techniques, ni même uniquement le rôle des développeurs, mais un ensemble de profils au sein de l'entreprise va devoir coopérer et communiquer pour offrir cette réaction globale. Alors, je crois qu'on en a... Ah oui, il y a une planche avec quelques liens, donc vous aurez les planches qui vous permettront de retrouver certains éléments qui ont été discutés. Et puis, je pense que j'en ai terminé. Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Et on espère que ça vous aura intéressé. Merci.